Merci encore de nous avoir rejoints ce matin. On va donc être ensemble pendant, on va essayer de tenir le créneau de 40-45 minutes. On a la chance d'avoir donc ce matin le témoignage de Monsieur Quentin Charron du CETIM sur les technologies métal, notamment de la société Desktop Metal. Donc, on va parler impression 3D ou fabrication additive métallique ce matin. Je profite d'avoir la parole pour vous présenter très rapidement CADVision pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, CADVision, c'est 20 ans dans les domaines que vous voyez à l'écran, à savoir la fabrication additive, l'intégration de logiciels professionnels, les scanners 3D et tout le service qui va avec. Donc, sur ces 3 dernières parties, sur la partie, par exemple, logiciel, on intègre donc des solutions de CAO, donc de conception système par ordinateur, telles que Dassault SolidWorks ou la 3D Experience de chez Dassault, mais pas que, et également tous les logiciels qui vont nous servir dans notre métier donc, de fabrication additive ou de scanner 3D. Sur la partie scanner 3D, on est donc intégrateur des solutions d'Artec 3D, qui est l'inventeur de la lumière structurée qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de technologies de scan. Mais Artec a toujours une longueur d'avance sur le savoir-faire. Donc voilà ce qui va nous permettre de faire de la rétroconception, de la validation, scanner des environnements un petit peu complexes. Et puis, troisième pôle de CADVision, évidemment, toute la partie service dans laquelle on va retrouver l'installation, la formation, l'intégration et le SAV, puisque depuis 20 ans, on a le plus gros staff technique, c'est ce qui fait notre force en France sur la durée de vie, le SAV, par exemple, de la fabrication additive. Sur la fabrication additive, on couvre aujourd'hui toutes les technologies, à savoir les liquides, les solides et les poudres. Sur les solides, pour la partie polymère, on travaille en technologie des pots de fil avec la société Intamsys, qui a aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix en grade industriel sur cette technologie, avec des machines qui sont utilisables très facilement et à la fois totalement ouvertes. On a déjà fait des webinaires sur cette partie-là, on en refera, on vous redonnera les dates à la fin de cette session. Et puis, j'ai mis également dans la partie solide la partie Desktop Metal, mais on va y revenir évidemment ce matin avec la Studio qui s'apparente quand même à une technologie des pots de film, mais on en reparlera. Sur la partie liquide, on travaille avec l'inventeur de la technologie DLP, qui est la technologie qui a connu le plus d'évolution ces 10 dernières années grâce à l'évolution des LED et des microprocesseurs, donc à savoir Envision Tech, qui a été renommé E-Tech depuis son rachat par la société Desktop Metal. Donc là, on a toute une gamme de solutions de machines résines. On est sur des résines industrielles et durables, avec certaines résines qui ont même des certificats de durabilité supérieurs à de l'injection plastique. Donc, on est vraiment très loin de la résine fragile qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années. Et puis, sur la partie poudre, on travaille et on intègre les solutions de l'inventeur de la technologie MJF, Multijet Fusion, à savoir HP. Voilà. Et puis, poudre métallique, mais pareil, on va en reparler ce matin, donc je ne m'attarde pas plus, avec la shop ici de Desktop Metal. Voilà, c'était très rapide, je voulais faire concis sur la partie CADVision. Je vais laisser la parole à M. Quentin Charron du CETIM. Quentin, c'est à vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure via le bouton Q&A. Et merci Olivier. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de faire votre connaissance. Alors, donc de mon côté, Quentin Charron, donc je suis ingénieur au CETIM, plus spécifiquement en fabrication additive et notamment sur les technologies qu'on va vous présenter, technologies MFDM et MBJ, qui sont les technologies de fabrication additive métal. Juste un bref mot sur le CETIM, sur ce que c'est, pour ceux qui ne le connaîtraient pas éventuellement. Alors, on est un centre technique des industries mécaniques. CETIM. Donc, on est là on est financé par l'État, mandaté par l'État pour accompagner et supporter l'industrie française mécanique. Donc, on va effectuer ça au travers de très nombreuses missions. Les plus connues donc, vont être de la R&D commune, avec du travail sur la métrologie, sur la métallurgie, des analyses d'échantillons par exemple. On va retrouver de l'intégration de nouvelles technologies, c'est typiquement le cas de la fabrication additive. On va trouver des formations, des accompagnements régionaux, etc. pour aider au développement des entreprises. On va principalement s'adresser de notre côté aux PME et ETI qui, justement, peuvent bénéficier de tout un panel d'avantages, de résultats de R&D communes via le simple fait, tout simplement, d'être cotisants dans l'industrie mécanique. Ils ont accès à de nombreux résultats du CETIM. Donc, pour ça, je vous invite à vous rapprocher de la Mécatech, du CETIM, du site du CETIM, si vous voulez en savoir plus et si vous avez des intérêts dans ce domaine. Voilà. Donc, de mon côté, je vais vous parler de 2 technologies qu'on a ici sur notre plateforme Accluse. Donc, technologie MBJ et technologie MFDM. Pour vous resituer un peu
les deux technologies, je vais vous faire très rapidement quelques petites slides de présentation de ce que c'est comme principe, et après on ira voir les machines plus en détail. Historiquement, la fabrication additive, bon, c'est principalement polymère, hein, ça date des années 80, et depuis les années 2000, ça se développe vraiment au niveau du métal également. Traditionnellement, on va retrouver des technologies de fabrication additive métal via de la fusion, c'est-à-dire les technologies à lit de poudre et les technologies à projection ou dépôt, qu'on appelle DED. Ces deux grands types de technologies sont les plus matures actuellement, les plus développées dans le tissu industriel, et ils ont de très grosses forces. Cependant, on a constaté côté CETIM que pour les industries mécaniciennes, on avait quelques soucis, notamment vis-à-vis de ces technologies au niveau de la productivité et également aussi au niveau des coûts des pièces. Globalement, on a des technologies qui sont plutôt lentes et qui vont avoir du mal à être compétitives à ISO design avec d'autres technologies plus traditionnelles. Et ces dernières années, on a deux technologies qui sont apparues principalement, mais qui font partie tout un groupe qu'on appelle la fabrication additive indirecte, qui va produire les pièces en deux étapes. Et on trouve dedans donc, le metal band jetting, qui est une technologie qui justement vient supprimer ce problème de coût des pièces et de productivité, avec des machines extrêmement productives, extrêmement économiques, avec cependant le petit défaut de plutôt s'adresser à des petites pièces en général. On va typiquement retrouver le MBJ en complément du MIM, du Metal Injection Molding, pour ceux qui pourraient connaître un peu. Et on rajoute à ça la technologie MFDM, qui, elle, va être moins productive, beaucoup moins productive que le MBJ, mais qui, en revanche, est une technologie très accessible pour les PME et ETI, ce qui est justement ce qui intéresse le CETIM. C'est une technologie qui s'installe facilement dans les bureaux d'études, par exemple, ou dans les ateliers en support de production, qui est simple d'utilisation. Et c'est pour ça que ces deux technologies sont très fortement investiguées au CETIM. On a des machines de chaque technologie qu'on étudie, on fait des rapports régulièrement à ce sujet. Et on a aussi de nouveaux procédés sur lesquels le CETIM se porte, qui travaillent aussi via la fabrication additive indirecte, qui est donc par fritage, qui va comme la technologie CMF, Cold Metal Fusion, ou ModJet du constructeur Triton, par exemple. Voilà, donc ce sont de nouvelles technologies explorées. Pour vous présenter un peu en détail à quoi ressemble une technologie MBJ et MFDM, elles ont toutes les deux le même principe. Ce sont des technologies qui vont produire en deux étapes une pièce, contrairement à la technologie fabrication additive directe. On va avoir une première étape qu'on appelle la mise en forme, où on va créer la forme de la pièce, et une étape qu'on va appeler la consolidation, où en fait on va solidifier la pièce qu'on a créée via en général un fritage. Donc, dans le cas du MBJ et du MFDM, la deuxième étape est commune, c'est un fritage. On va mettre la pièce dans un four. Je vous en parlerai juste après. Pour l'étape de mise en forme, c'est là où ça diffère et c'est là où on a des avantages et des inconvénients de chaque côté. Côté MBJ, du coup, on va créer une pièce par impression 3D sur lit de poudre. Donc, on va faire du band jetting, donc on va projeter du liant. Donc, les matières premières, on va avoir d'un côté de la poudre métallique et de l'autre un liant qu'on va déposer dessus sélectivement avec une tête d'imprimante. De cette manière, comme mon petit schéma, on va pouvoir créer une forme de pièce à partir de ça. Et cette forme de pièce qu'on va appeler pièce à verre à partir de maintenant, ce sont des pièces qui sont un mix donc, de poudre métallique et de colle, qui donc n'ont pas de résistance mécanique très intéressante. Elles ont la résistance du liant qu'on leur a apporté. Mais elles sont déjà manipulables et elles ont déjà une bonne résolution. Elles sont facilement utilisables. On va réaliser un dépoudrage vu que nos pièces sont dans un bain de poudre. Et ces pièces, une fois dépoudrées, vont pouvoir passer à l'étape 2, qui est l'étape de consolidation. Si on regarde au côté du MFDM, on a un peu le même parallèle. Cette fois-ci, la matière première va différer un peu. Dans le cadre des stop metal, on va utiliser par exemple des bâtonnets, donc des bâtonnets de polymère avec déjà la matière première, le métal intégré dedans. Mais on va aussi retrouver des versions avec des granulés ou des versions avec des fils. Donc de cette manière, on a déjà les deux éléments qui sont combinés ensemble. Et cet élément, donc cette matrice polymère remplie de particules métalliques, on va la faire fondre avec une tête d'imprimante type imprimante FDM plastique standard, d'où le MFDM. On va chauffer donc tout cet ensemble à environ 200 degrés, 160-200 degrés. On va liquéfier comme ça le matériau et créer la forme à nouveau d'une pièce à verre. Une fois que la pièce à verre a été produite, on va l'envoyer en consolidation. Donc, on va l'envoyer dans un four de fritage. Dans le cas du MBJ et du MFDM, on peut les mettre dans le même type de four. C'est le cas, par exemple, là, dans la plateforme où je me trouve. On a une imprimante studio, une imprimante shop de desktop metal. Elles ont toutes les deux le même four desktop metal qui va travailler pour elles. Le fritage, qu'est-ce que c'est? C'est on va chauffer la pièce jusqu'à
presque son point de fusion. Au cours de cette chauffe, on va avoir un déliantage. Alors, ça peut être un déliantage thermique, ça peut être un déliantage chimique, ça peut être un déliantage catalytique. Mais globalement, l'étape de déliantage va consister à enlever toute la matrice polymère. On va garder uniquement la poudre métallique et un peu de cire pour tenir le tout. Et une fois qu'on arrive proche de la température de fusion, on va avoir le phénomène qu'on appelle de frittage, c'est-à-dire que les grains de poudre qui restent dans la pièce vont tout simplement coaguler, en quelque sorte, ils vont venir se lier entre eux, créer des coups et se rapprocher les uns des autres et combler ainsi les interstices qu'il y avait à l'origine entre eux. Et de cette manière, le matériau va se friter sur lui-même. Ça va occasionner un retrait dimensionnel, qui est illustré sur l'image en haut, par exemple. On va avoir un retrait assez conséquent dans certains cas de technologie. Et à la fin de celui-ci, vous aurez une pièce qui n'a plus que du métal. Tout le polymère et la cire a été enlevé au cours du déliantage. Et on a désormais plus que du métal, avec des densités qui sont dans l'ordre de 98-99% de densité, avec des tenues mécaniques tout à fait honorables qu'on retrouve dans l'industrie générale. On se situe en général entre fonderie et forge au niveau résistance mécanique. Voilà pour l'explication rapide des technologies. Ce que je vous propose, c'est que je vais juste vous montrer quelques petites pièces pour vous illustrer un peu le principe. Voilà. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Voilà. Donc ici, vous voyez une pièce à verre qui a été imprimée. Donc cette pièce à verre, elle a été imprimée en dépôt fil chargé. Donc on voit ici tout ce qui est gris, c'est la matière qui est mélangée pour l'instant avec du polymère. Vous voyez, vous devez deviner ici des petits traits blancs. Ces traits blancs, en fait, c'est de la céramique qui a été déposée par la tête d'imprimante de la studio qui est derrière moi. Et en fait, cette tête d'imprimante va permettre de créer une interface entre les différents éléments de la pièce pour éviter qu'ils viennent se coller entre eux. Comme le dépôt fil, on va avoir des supports d'impression. Dans ce cas de cette technologie, on ne peut pas produire des pièces avec de trop forts déports, sinon ils vont s'effondrer sur eux-mêmes. Mais ces supports vont être facilement enlevables grâce à l'interface céramique qui va empêcher qu'ils se collent avec la pièce. Et en fait, ils vont pouvoir accompagner la pièce du début à la fin. Ils vont faire l'impression, mais aussi le fritage, en venant aider la pièce au moment du fritage pour éviter qu'elle s'effondre sur elle-même au moment où on va la chauffer. Voilà, donc là, vous avez la pièce après impression, et là, vous avez la pièce après fritage. Alors, on ne le voit pas très bien, mais au niveau taille de pièce, on a quelque chose qui s'est rétracté tout de même de 17-18% sur toutes les directions. Et vous voyez bien justement qu'on n'a plus les supports qu'on a ici entre les déports, on ne les a plus. Après fritage, en fait, grâce à l'interface céramique, on va pouvoir facilement enlever le support à la main. Il n'y a pas de reprise particulière à faire côté manuel. On a du coup pas d'opération d'enlèvement de support, contrairement à d'autres technologies comme les technologies avec fusion. Voilà. Juste une dernière particularité au niveau de dépôt fil, c'est la production de pièces creuses. Vu qu'on est sur la dépose de fil, on va pouvoir réaliser des pièces avec ce qu'on appelle un infill, qui va faciliter l'allègement de la pièce, qui va faciliter son comportement à l'impression, au déliantage, au fritage, qui va réduire fortement les temps d'impression, ce qui est important pour cette technologie. Voilà, on va de cette manière pouvoir réduire forcément. Alors forcément, on impacte un peu les résistances mécaniques, mais c'est tout bénéfique pour nous au niveau du temps d'impression, etc. Je vous propose que je vais changer de caméra pour vous montrer un peu plus en détail les équipements, et après on ira côté MBJ également. En plein écran, Quentin. Je vous redonne la main. Après, je termine juste à répondre à cette question. Donc oui, ce sont de la studio. On peut clairement la voir dans un environnement bureau, d'où le nom de la société Desktop Metal, qui, lorsqu'elle s'est créée, a sorti cette studio. Même si le four, bon, clairement, dans un studio, c'est quand même pas trop beau sa place. Mais d'un point de vue HSE, ça peut passer. La shop, pardon, donc cette fois-ci sur la partie poudre. Donc, elle a le même four, donc je ne reviendrai pas sur la partie four. Mais sur la partie impression, là, on est vraiment sur de la poudre. Donc là, par contre, ce sera vraiment un environnement atelier. On sera plus sur un environnement office bureau. Bon, j'ai répondu qu'il y a une question, il y en a plein d'autres, mais on va y revenir après. Je vous redonne la main, Quentin, si c'est bon pour vous. Bon. Oui, désolé, la qualité ne sera pas la même, hein, navré. Mais on va faire au plus vite comme ça et on basculera sur la caméra générale. Désolé pour le contretemps. En effet, donc, la poudre de la shop, c'est pour ça qu'on a un vestiaire qui est isolé de l'ensemble. Hein, c'est que la poudre utilisée par la machine shop, c'est de la poudre métallique qui en général est cancérigène CMR, donc susceptible en général CMR2. Mais on va aussi trouver parfois des poudres ATEX qui peuvent exploser, comme l'aluminium ou le titane. Donc, en effet, pour les systèmes à poudre, que ce soit en MBJ ou dans les autres technologies à poudre, on va devoir les isoler
et mettre des conditions de sécurité un peu plus lourdes pour pouvoir produire en toute sécurité. Ce qui n'est pas le cas du coup de la petite machine qu'on a juste ici, donc la machine studio, qui justement, elle, va fonctionner via des bâtonnets de matière. Donc ici, vous avez l'imprimante. Bon, vous aurez les portes, évidemment. On va retrouver à l'intérieur deux têtes d'imprimante. Comme vous avez vu sur la pièce que je vous ai montrée, on a un liseré blanc, donc en fait, il est déposé via une tête qui est la tête céramique. Et on va retrouver ici à gauche la tête matériau principal qui va être alimentée par des cartouches de matière qu'on retrouve ici. Bon, ici, il n'y en a qu'une seule, mais elle peut switcher facilement. Ça se présente comment ces petits bâtonnets? Ça va être des bâtonnets de matière de cette forme-ci qui vont être envoyés dans une tête d'imprimante qui se trouve juste ici. Voilà. Hop. Voilà, tête d'imprimante Studio System. Donc, en fait, votre bâtonnet va tomber dedans et basiquement, c'est un pistolet à colle. Hein. Il y a un doigt qui va pousser et vous allez chauffer à 160, 200 degrés. Et de cette manière, vous allez déposer la matière et former des pièces à verre. Voilà, de ce type-ci, par exemple, petite pièce de stock métal avec un infill. Alors, vous voyez que c'est fragile encore à l'époque. Vous voyez que, à ce moment-ci, c'est qu'on peut avoir des petites casses potentiellement. Alors, Quentin, j'en profite pour répondre à une question sur les matériaux. Quelles sont les matières utilisables? Alors, aujourd'hui, on a deux aciers alliés, donc du 17 pH, du 316L. On a des aciers durs. On a de l'inconel, du titane et du cuivre que vous voyez également à l'écran. Absolument, absolument. Vu que c'est une technologie qui utilise du frittage comme consolidation, vous allez potentiellement trouver tous les matériaux fritables, et notamment des matériaux comme du H13, du 4140, tout à fait. Voilà, vous allez avoir plusieurs applications possibles via ça. Par exemple, là, vous avez un moule pour des fermetures éclairs qui a été imprimé avec la machine en H13. Alors, on ne peut pas le voir ici, mais globalement, c'est un moule qui a des canaux de conformal cooling, donc de refroidissement amélioré avec des serpentins à l'intérieur qui vont nous permettre de refroidir plus efficacement le moule d'injection. Il faudra juste réusiner les empreintes au-dessus pour avoir quelque chose de propre. Et voilà, ça vous fait un petit moule rapidement en production rapide via l'imprimante. Vous allez pouvoir retrouver des productions d'inducteurs, des productions d'éléments hydrauliques. Vous allez trouver même des productions. Alors, je n'ai pas la pièce mobile dans le coin pour l'instant, mais des éléments mobiles. Ça, c'est un tripode qui peut s'articuler dans tous les sens si besoin. On va retrouver du support de production avec des pièces de préhenseurs robots, par exemple. Et on va retrouver tout type de pièces, cuivre, acier H13, etc., des extrudeurs de filière pour l'aluminium ou des choses de ce type-ci. Voilà. Donc, typiquement, cette machine-ci, son cœur de métier, c'est la production de pièces prototypes, en tout cas des pièces unitaires. Donc, on va la trouver en support de bureau d'études pour de la créativité. On va la trouver en support de l'usine parce que sa facilité d'utilisation fait d'elle, on va dire, une technologie un peu fédératrice dans une entreprise. Vous allez pouvoir faire travailler là-dessus à la fois les ingénieurs, mais aussi les techniciens, les opérateurs. C'est une machine qui est très simple d'utilisation. Et ça permet en quelque sorte d'introduire la fabrication additive dans une entreprise qui n'y connaîtrait pas grand-chose. En plus, elle est prévue c'est une machine qui s'implante facilement dans une plateforme, un bureau d'études, un Fab Lab ou des choses de ce type-ci. Voilà. Alors, elle va pêcher du coup un peu sur sa vitesse de production, mais globalement, c'est une machine un peu tout-terrain qui peut être très intéressante pour faire des pièces en urgence également. On a pas mal de clients de notre côté qui nous sollicitent pour des maintenances d'urgence via ces imprimantes, qui étudient l'idée d'avoir, par exemple, sur un bateau ou sur une plateforme offshore, d'avoir une petite imprimante de ce type-ci sur place. Elle ne va pas forcément faire la pièce finale de réparation parce que la qualité métallurgique et surtout les notions d'infill de nos pièces vont parfois impliquer de moins bonnes performances mécaniques. Mais du coup, voilà, ça nous permet au moins de faire une pièce de maintenance temporaire, le temps d'avoir la bonne pièce qui arrive depuis le continent, par exemple. Je vous pose quelques questions, Quentin. Oui, bien sûr. Puisqu'on est devant la studio. Le temps pour obtenir la pièce complète, par exemple, sur la studio, tout à l'heure, vous aviez montré une première pièce qui ressemblait à une petite chape. Si vous pouvez donner les temps impression frittage. La petite chape, je pense que vous voulez parler de celle-ci. Ouais, je pense que c'était ça, ouais. Les temps d'impression, alors je ne saurais pas vous dire comme ça. Ça va être l'ordre de quelques heures. Hein, c'est l'ordre de peut-être 4 heures d'impression pour faire une pièce comme ça. Vous avez à peu près 4 heures d'impression comme ça. Cependant, il faut faire attention au niveau des temps de délai. Cette pièce-ci, après, une fois qu'elle est imprimée, elle n'est pas finie. Il va falloir la délianter puis la friter.
Dans une ligne complète de Studio System, vous allez avoir un déléantage qui va vous prendre, bon, dans ce cas-ci, peut-être aussi peut-être 5-6 heures peut-être de déléantage si vous le faites par voie chimique dans un bain de solvant. Et après, vous avez le fritage. Alors, le problème, c'est que le four de fritage des Stop Metal est peu onéreux, mais du coup, va mettre un peu plus de temps que la moyenne, c'est-à-dire qu'il va mettre 48 heures de fritage à peu près. Donc, vous avez 48 heures de délai de fritage pour sortir cette pièce. Donc, vous avez à peu près voilà, une journée d'impression d'éléantage suivi de 2 journées de fritage. Alors, il faut savoir que le fritage n'est pas fait que pour une seule pièce, ni le déliantage, c'est-à-dire que l'impression, on va faire une pièce à la fois, à chaque fois. Donc, si j'en produis 2, ça va mettre 8 heures. Si j'en produis 3, ça va mettre 12 heures. Par contre, le déléantage, je peux toutes les mettre ensemble. Donc, je vais avoir un déléantage toujours de 6 heures et j'aurai toujours un fritage de 48 heures. Ouais, c'est ce que font en général nos clients. Certains ont même plusieurs studios et maintenant, on Oui, peut également délianter directement thermiquement. Donc maintenant, on peut même se passer de l'appareil de déliantage chimique. Et donc, ils allument leur four une fois par semaine au mieux, ouais. si ce n'est pas plus même. Oui, en Euh, effet. En général, ce sont des flottes qui peuvent aller jusqu'à 3 machines. 3 imprimantes pour un four de fritage arrivent à peu près à le maintenir occupé via une imprimante studio. Voilà. Ouais. Alors, sur la studio, Quentin, on a les questions habituelles. Je vais toutes les regrouper parce qu'il y en a Mhm. plusieurs. Et même, à savoir la précision une fois imprimée, bon, je dirais même une fois fritée, la rugosité, le RA qu'on peut obtenir sur la studio. Alors, précision, alors, vous avez la difficulté que vous allez retrouver aussi sur le MBJ d'avoir 2 procédés. C'est-à-dire que vous avez la dispersion de procédé d'impression qui va se répéter, qui va s'amplifier avec la dispersion du procédé de fritage. Donc, forcément, vous allez avoir une précision pas extrêmement bonne, même si bon, vous êtes en fabrication additive, globalement, la précision n'est jamais très bonne. Alors, le Desktop Metal annonce sur son site qu'on a une précision à plus ou moins 0,5 mm. En réalité, à l'usage, côté CETIM, on est plutôt dans du 0,2, 0,3 mm en précision sur les pièces. Et évidemment, plus on va grossir la pièce, plus on va avoir du mal à maintenir le dimensionnel. Évidemment, c'est forcément lié à la taille de la pièce. C'est pour ça aussi que les technologies MBJ et Dépofil vont plutôt s'adresser à des pièces de petite taille. C'est aussi pour ça, c'est qu'avec des pièces de petite taille, on a une meilleure maîtrise du fritage notamment, ce qui va permettre d'améliorer la précision. Mais voilà, on est sur du 2-3 dixièmes minimum de dispersion, alors que le MBJ va plutôt être sur du dixième, voire un tout petit peu en dessous. Voilà. Et côté rugosité, ben forcément, ça ne vous aura pas échappé que la rugosité est assez élevée. Pour la fabrication additive, ça reste honorable, mais ça reste assez élevé comparé à de l'usinage. Globalement, les pièces de MFDM ou même de MBJ peuvent demander des usinages pour reprendre parfaitement une pièce si vous voulez une surface polymiroir. Après, des sablages, des finitions générales comme du bain électrolytique, du tonnelage ou des choses comme ceci, vous allez pouvoir déjà grandement descendre la rugosité. Je n'ai pas de valeur à vous donner comme ça pour le dépôt fil chargé, mais on doit pouvoir tomber, je pense, la préfinition, on doit pouvoir tomber dans les 3 ou 5 microns facilement avec juste du sablage et du polissage général. OK. Merci, Quentin. Là aussi, j'ai des questions qui s'apparentent. Comment calculer la perte de dimension lors du déliantage pour la réalisation du filetage ou bien comment gère-t-on les tolérances des pièces finies? Donc, tout ça est géré directement par le software. Donc, la réduction de Oui, la ouais. est gérée par le software. Oui, absolument. En fait, on va le faire principalement par expérience, c'est-à-dire que, en effet, le retrait au fritage n'est pas homogène, il va dépendre des épaisseurs de la pièce et il ne va pas être homogène en X, Y ou Z dû à la gravité et au sens d'impression. Donc, on va principalement travailler d'expérience et on va faire une première pièce éventuellement pour voir comment se comporte le fritage et on l'acquiert avec l'expérience aussi de savoir comment ça va se comporter. Et après, tout le jeu est de réussir à faire des supports d'impression, des supports de fritage qui vont contrer ces déformations. Et on a également des Stop Metal qui a sorti il y a très peu de temps son logiciel d'optimisation, enfin de simulation du fritage qui s'appelle LiveSinter, qui permet aussi de nous aider désormais. C'est des logiciels qui vont simuler un fritage sur la CAO de la pièce et qui vont nous indiquer les déformations qui peuvent arriver et vont même nous proposer une contre-déformée de la pièce pour éviter justement les déformations non voulues. Donc, on commence à avoir des outils qui apparaissent. C'est le début, mais voilà, historiquement, ça a toujours été un peu à l'expérience de l'utilisateur. C'est une expérience à acquérir au fur et à mesure, à force d'imprimer, à force
de comprendre le phénomène de frittage qu'on va obtenir cette information. Alors, sachant que lorsqu'on vous intègre ces technologies, on vous fournit également tout un tas de documentation avec des retours d'expérience et des cas d'école sur les topologies des pièces, puisque la topologie de la pièce va être évidemment très importante sur la phase de frittage. Dernière question, Quentin, et après je vous laisse avancer. Les pièces sont-ils étanches? En fait, il y a plusieurs questions sur la porosité après frittage. Ça va dépendre de l'épaisseur de mur. Ça va dépendre de l'épaisseur de mur que vous allez appliquer. Globalement, oui, elles seront étanches. Vous pourrez les avoir étanches avec 1 ou 2 mm de mur. Il n'y a pas de problème normalement pour avoir un mur étanche. Le frittage vient un peu combler en fait ces porosités qui pourraient être traversantes. Donc, oui, vous avez des pièces étanches. Après, évidemment, si on va dans les limites du procédé, qu'on fait des murs extrêmement fins, on peut avoir des surprises, évidemment, comme toute technologie. Mais globalement, en mode d'utilisation standard, on a bien des pièces qui sont étanches et qui permettent de faire des corps hydrauliques, par exemple, sans souci. Du coup, on peut dire que vous avez mesuré des pièces isotropes une fois terminées? Isotrope dans le comportement mécanique, où on est plutôt en effet sur des pièces isotropes. Alors on a toujours, en fabrication additive, historiquement, on a toujours eu des disparités à cause de l'axe Z, qui est l'axe d'empilement des couches. Forcément, vous avez en quelque sorte un fibrage qui va se créer à cause de cet empilement, et en général, vous avez une moins bonne résistance mécanique en Z. Grâce au fritage de ce genre de procédé, vous allez avoir, pour le MBJ et pour le MFDM, en général, des résistances mécaniques très homogènes. On voit toujours des différences, évidemment, mais on a quelque chose de relativement homogène comparé à d'autres technologies de fabrication additive, comme la fusion laser, par exemple. Ok. Et la taille maxi, après, vraiment, je ne vous embête plus. La taille maxi. On fait l'ensemble, c'est bien. Taille maxi, la taille maxi, potentiellement, c'est la chambre d'impression. Mais globalement, vous le voyez sur les pièces ici, on a plutôt des pièces relativement petites. On va être sur, en général, on va dire, l'idéal, c'est du 5 cm de côté. 5 cm de côté, c'est un peu le domaine d'utilisation des machines, mais on peut monter à du 10 cm sans trop de difficultés. Au-delà de 10 cm de côté, on va avoir un peu plus de mal, notamment à cause du frittage qui va engendrer beaucoup de déformations et potentiellement des casses. Voilà. Ok, merci. Voilà. Alors, du coup, je vous fais visiter rapidement le reste de la plateforme. Je vois l'heure qui avance. Du coup, bon, je vais passer par le vestiaire et je vais entrer sur la plateforme. Voilà. Voilà, plateforme MBJ. Donc là, cette fois-ci, on est sorti du vestiaire, on est dans la plateforme. Donc là, on est sur la zone, on va dire, où il peut y avoir de la poudre. Alors, on a nettoyé la plateforme pour l'occasion, ce qui me permet de rentrer sans masque respiratoire. Mais globalement, lié à la présence de ces poudres, en général, on a des masques respiratoires à minima pour protéger les voies respiratoires, qui est le plus, on va dire le plus sensible dans le cas d'utilisation de poudre CMR. Voilà. Donc, vous avez ici la machine shop. Donc, c'est l'imprimante qui va permettre de faire du dépôt de liant sur des couches de poudre et de cette manière créer nos pièces à verre. Donc, vous avez l'interface ici. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on a une production qui est déjà chargée. Voilà, pour l'occasion. Donc voilà, alors, contrairement à la machine studio où justement on va produire une pièce par une pièce, là vous voyez qu'on a tout un ensemble de pièces qui est prêt et qui est prêt à partir. Comment elle fonctionne la machine? C'est simple, elle va imprimer toute une série de couches qui va créer cet ensemble. On peut le voir ici d'ailleurs, on voit que la production qu'on voit ici, il y a 873 couches à produire pour faire tout l'ensemble de la production. Et là vous voyez les images qui défilent. Ça, ce sont donc chaque couche successive qui va nous créer notre pièce. Voilà. Donc, en fait, la machine est assez simple d'approche, c'est-à-dire qu'elle a une tête d'imprimante jet d'encre qu'on retrouve juste ici. Voilà. On a une tête d'imprimante jet d'encre, donc avec toute une rangée de buses qu'on voit tout le long ici. Ces buses sont alimentées non pas par de l'encre, mais par du liant. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est même historiquement une tête d'imprimante jet d'encre où on a les couleurs primaires plus les niveaux de gris, etc., pour faire de l'impression industrielle. Sauf qu'ici, donc, on a la même couleur, évidemment, c'est du liant qui est déposé. Et on va déposer ce liant sélectivement, comme si on imprimait des feuilles. Ça, c'est une feuille pour vérifier que la tête n'est pas bouchée, n'est pas endommagée. Et donc, voilà, la machine est persuadée d'imprimer des feuilles depuis le début. C'est en fait, au lieu d'imprimer des feuilles, on va faire des couches de poudre et à chaque fois, on va déposer sur les zones roses de l'encre qui va nous permettre de créer notre pièce à verre. Voilà. Voilà. Donc, si je vous montre rapidement la cinématique de la machine, hop.
Là aussi, c'est une approche très simple. Ben, la tête d'imprimante que je vous ai montrée, elle se cache là-dessous, sous un capot. Ici, il y a toute une zone de station de nettoyage. Ici, vous allez avoir votre zone de production. Donc, la machine shop en question fait 16 litres en production. Ici, vous allez retrouver la zone de stockage de la poudre. On peut mettre jusqu'à 100 kg de poudre. Ici, on va retrouver un rouleau qui va pousser en tournant la poudre. Donc, comment est-ce que fonctionne la machine? C'est en 3 étapes très simples. C'est-à-dire que notre plateau ici, au fond, va monter pour affleurer quasiment la surface et libérer une petite épaisseur de couche. Alors, les épaisseurs de couche sur cette machine, c'est de 75 microns. Donc, on va libérer toute la surface ici, moins 75 microns. On va libérer de la poudre ici. On va pousser avec le rouleau pour répandre toute cette poudre au-dessus de la zone de production. L'excédent va tomber dans une poubelle qui va être récupérée et réutilisée plus loin dans le procédé. On va recycler l'ensemble de la poudre. On n'a pas de perte en théorie. Une fois qu'on a fait cette couche de poudre, notre tête d'imprimante va passer au-dessus pour déposer de l'encre. Une fois qu'elle a déposé sa première couche, elle revient dans sa position et on recommence. On redescend à nouveau de 75 microns, on vient repousser de la poudre par-dessus et on refait le mouvement de la tête, et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir voilà, toute une succession d'étapes qui vont créer comme ça un désempilement de couches avec de l'encre à l'intérieur qui va permettre de créer la production. Voilà. Hop, je vais refermer. Voilà. Est-ce que cette machine demande beaucoup de maintenance? Pas spécifiquement. Alors évidemment, on a des éléments, des éléments consommables. Hein. On va retrouver la tête d'imprimante qui va pouvoir imprimer une certaine quantité de feuilles avant d'être ajetée. Donc c'est un coût qui est à prendre en compte quand on produit. On va retrouver des consommables, évidemment, tout ce qui est liant. Donc là, on a le fût de liant, par exemple. Donc 10 litres de liant ici qui sont stockés. On va retrouver évidemment la poudre qu'il va falloir réapprovisionner régulièrement. Et c'est les principaux consommables de cette machine. Oui, voilà. Et après, au niveau maintenance, ça va demander, vous avoir la maintenance évidemment s'il y a quelques petites pannes, mais globalement, les maintenances, il y a une maintenance annuelle générale qui est faite par le constructeur. Et c'est à peu près tout ce qui va arriver pour la machine globalement. Voilà. Il y a des mises à jour régulières. Hein, la machine est entièrement connectée, donc on peut avoir le support à distance via des stop métal avec des assistances, voilà, tout ce qu'il faut pour dépanner la machine s'il y a besoin. Et on a tout un service d'assistance, de réponse aux questions via des stop métal, via leur site. Voilà. Et via 4Vision éventuellement, si vous êtes affilié avec 4Vision pour la vente. Voilà. Donc, le volume qui est produit dans la machine, vous allez le retrouver ici. Une fois que la machine a terminé sa production, on va sortir un volume de poudre qui est rempli de pièces et qu'on va devoir solidifier et dépoudrer. Donc là, vous avez le volume maximal de la machine, 16 litres. Et là, vous avez un volume intermédiaire de 8 litres. Alors, la machine ne dépend pas du tout de la quantité de pièces à l'intérieur. C'est-à-dire que ce volume-ci, vous allez l'imprimer en 10 heures, ce volume-ci en 20 heures. Donc, globalement, c'est juste, si on fait x2 à la hauteur, on a x2 en temps d'impression. C'est tout. C'est tout ce qui est dépendant de la vitesse de production. Donc, on a 800 cm3 à l'heure à peu près pour cette machine, ce qui est extrêmement élevé comparé à d'autres technologies de fabrication additive. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que vu qu'on ne dépend que de la hauteur, si je mets une seule petite pièce qui fait toute la hauteur de la production, qui occupe juste une petite zone ici, elle va mettre 10 heures à imprimer. Par contre, si j'en mets 4000 et que je rentabilise tout l'espace et que ça fait la même hauteur, je mets aussi 10 heures. Donc là, pour ce genre de technologie, on va beaucoup s'attarder sur rentabiliser l'espace, faire un peu de Tetris, globalement, remplir au maximum les zones de production pour rentabiliser les lancements de production, qui sont déjà très rapides. Voilà. Et c'est là-dessus que la machine va pouvoir jouer sur son côté économique. C'est la production extrêmement vite en diminuant fortement le temps machine pour chaque pièce. Il ne nous reste plus que du coup à payer le temps, le coût matière et le coût homme globalement. Et on a une pièce qui est très intéressante économiquement. Voilà, qui peuvent même concurrencer parfois à ISO Design les procédés conventionnels. C'est très très rare dans la fabrication additive. Oui, c'est même un ovni à ce stade-ci. Voilà. Autre question, combien de fois peut-on réutiliser la poudre recyclée? Alors, quasiment de manière infinie. On n'a pas vu de notre côté des dégradations vraiment significatives. Pourquoi est-ce qu'on recycle parfois pas si souvent que ça la poudre? C'est parce que, c'est en général, quand on a une technologie de fusion, la poudre va s'oxyder à force d'être fusionnée, d'être utilisée, d'être chauffée. Là, au final, vous avez une machine qui fonctionne à atmosphère ambiante. Donc, en fait, la poudre ne va jamais être chauffée. Donc, toute la poudre qui est récupérée dans cette machine n'a pas subi de chauffe. Elle a juste connu
du liant, mais elle peut être réutilisée telle qu'elle. Donc, on n'a pas tant de limites que ça. On en a tout de même une, c'est-à-dire que la poudre, à force de la recycler, on va la faire passer par des tamis, et les tamis peuvent ovaliser partiellement cette poudre. Donc, à force, la poudre va en effet se dégrader plutôt dans son côté de morphologie que dans son côté de composition chimique. Et c'est ça qui va nous mener au bout d'un moment parfois à rebuter des lots. Mais globalement, c'est des poudres qui sont très fortement recyclées et on n'a encore jamais vraiment rebuté de lot de poudre sur la plateforme et ça fait déjà 3 ans qu'on produit avec le même lot globalement. Donc, c'est un autre avantage de ne pas avoir de stress thermique lié à un laser notamment. Voilà. Et puis après, on a quand même du rebutage. Hein, on a une étape de tamisage dans la petite machine que vous voyez ici, qui va en fait générer des refus, qui va générer des poudres qui sont devenues trop grosses pour être utilisées, parce qu'elles se sont agglomérées, parce qu'elles se sont ovalisées. Et justement, on va avoir un premier tri, ça va justement épurer ce lot de poudre. Donc on aura toujours un tout petit peu de perte, mais qui est fait automatiquement via le procédé. Voilà. Voilà. Donc pour terminer sur le procédé, sur le cheminement, donc une fois qu'on a sorti ce volume de production de la machine, donc on a basiquement de la poudre métallique qui est mouillée par le liant. On va transférer tout ça dans un four qu'on appelle un four de curing. On va chauffer l'ensemble de la poudre à 165 degrés. Sous cette action, le liant va se durcir. Ça permet en fait de créer des pièces qui vont être manipulables à partir de là. Une fois qu'on a chauffé cet ensemble et qu'on a durci les pièces, on va les transférer dans une cabine de dépoudrage que vous voyez ici. Donc, c'est une cabine avec des passages pour les mains. À l'intérieur de la cabine, vous allez trouver des pinceaux, des soufflettes, des aspirations qui vont permettre en fait de partir à la pêche. Hein. On va nettoyer, on va enlever au maximum toute la poudre, nettoyer les pièces pour obtenir les pièces finales après mise en forme et les envoyer ensuite en fritage. Voilà. Donc, on va tout nettoyer proprement. C'est l'étape la plus chronophage et la plus minutieuse du procédé, où il faut forcément un opérateur. Ça peut être plusieurs heures de dépoudrage potentiellement. Au CETIM, on travaille notamment sur des systèmes automatisés pour justement contrer ce problème. Une fois qu'on aura tout dépoudré, on va extraire nos pièces à verre. Toute la poudre excédentaire va tomber dans la grille. Et une fois qu'elle est tombée dans la grille, on va passer via un petit tamisage. On va doser l'ensemble, passer par un petit tamisage. Et au centre, vous allez récupérer les poudres bonnes et à droite, les poudres mauvaises. Voilà. Et les poudres bonnes, il ne nous reste plus qu'à remettre un peu de poudre neuve pour compenser l'utilisation de la poudre pour les pièces qui sont sorties. Et ça peut repartir dans la machine sans souci. Voilà. Voilà, donc on a fait la boucle. Voilà. À partir de là, vous régénérez de la poudre et cette poudre peut repartir dans l'imprimante pour recréer des pièces. Voilà. Une fois que donc, toutes nos pièces sont dépoudrées, on va avoir des pièces qu'on appelle des pièces à verre, donc, tout comme les pièces de dépôt fil. Et on va les faire passer dans un four de fritage qu'on voit juste ici. Donc, four de fritage Desktop Metal. Donc, c'est le même entre la machine studio et la machine MBJ. Alors, ce four-ci est bien dimensionné pour des studios. C'est-à-dire que vous pouvez faire passer 3 machines studio sur un four à peu près. Par contre, il faut plutôt 2 ou 3 fours pour passer la productivité d'une machine shop. Ce four va être un peu sous-capacitaire comparé à une machine shop quand on est dans une configuration d'utilisation intensive. Si on produit constamment à 800 cm3, on va avoir un peu de mal à suivre la cadence avec un seul four. Après, il peut y avoir plusieurs fours. Il peut y avoir un four industriel un peu plus conséquent, avec des marques comme Elnic, qu'on a aussi à Saint-Étienne, par exemple, au CETIM de Saint-Étienne. Ce four, du coup, comment il fonctionne? On va avoir des plateaux en graphite sur lesquels on va déposer des plaques céramiques. Et sur ces plaques céramiques, on va placer toutes nos pièces à verre. Donc là, c'est des pièces à verre de MBJ, mais ça pourrait être des pièces à verre aussi de MFDM. Alors, vous voyez qu'on peut les poser à même la céramique, ou on peut les poser, si elles sont un peu complexes, dans des bains d'alumine, ou alors faire des supports dédiés qui vont les accompagner dans leur mouvement. Et voilà, on va mettre tout ça en place dans le four. On peut rentabiliser l'espace au maximum. On va empiler ces anneaux graphites les uns sur les autres. On peut monter jusqu'à 6 niveaux en tout de cette taille-ci, à peu près une feuille A4. Et on va tout mettre dans le four et on va partir pour 48 heures de fritage pour aboutir après à nos pièces fritées et finales. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour le tour de la plateforme. Je vais peut-être remettre l'autre caméra et vous montrer éventuellement quelques petites pièces de démonstration MBJ et puis ça nous fera l'ensemble. Deux questions tant qu'on est sur la partie four et gaz. Première question, l'atmosphère à l'intérieur du four. Et la deuxième question, le coût du consommable, notamment le gaz. On a aussi des questions sur le coût approximatif des frais de fonctionnement des machines. D'accord. Alors, au niveau du gaz, on les a ici. Alors, en effet, c'est des gaz. Le four shop va devoir utiliser des gaz non explosifs. Donc, vous allez retrouver des gaz type argon hydrogéné, argon ou azote pur. Voilà.
Donc, en effet, il y aura un balayage de gaz au cours de ça. Ça peut induire une petite consommation de gaz qui n'est pas si énorme. C'est environ 2000 litres consommés de gaz par fritage de 48 heures. Voilà. C'est à peu près la consommation du four, ce qui n'est pas énorme. Alors bon, savoir que c'est un four plutôt de petite taille, donc on a une petite consommation. Dans un four industriel, on aurait une plus grosse consommation. Au niveau frais de fonctionnement, sinon, on va plutôt consommer aussi pas mal d'énergie. On a un four qui chauffe à 1300-1400 degrés. Donc, on va avoir pas mal de consommation électrique, surtout pendant 48 heures. Donc, son point faible, on va dire, sera plutôt sur l'énergie, surtout dans la période actuelle. Voilà. Après, niveau autre consommable, on n'a pas grand-chose de plus. On a de l'huile pour la pompe à vide ou des choses comme ça, mais c'est des petits consommables récurrents qui n'entrent pas vraiment en ligne de compte pour le calcul du prix du four. Ce qui va importer beaucoup, finalement, c'est son taux horaire. Alors, c'est un four qui est plutôt peu onéreux, donc on n'a pas un taux horaire énorme, mais globalement, le four cumulé avec l'imprimante, vous avez facilement des taux horaires pour l'imprimante qui vont être de l'ordre de 30, 40, 60 euros de l'heure potentiellement pour l'industrie. Ça va dépendre énormément évidemment des conditions de production. Là, au CETIM, évidemment, on va être plutôt à de la centaine d'euros à l'heure, mais c'est parce qu'au CETIM, on produit très peu. On est plutôt sur de la développement, de la R&T, plutôt que de la production intensive de pièces. Mais voilà, on est plutôt sur ces ordres de prix en taux horaire. Ok, merci. Et d'un point de vue nettoyage, quel est votre quotidien sur ces systèmes? Enfin, sur la shop, pardon. Alors, au niveau nettoyage, je suppose le nettoyage de la plateforme. Alors, en effet, c'est important de nettoyer régulièrement les surfaces en raison notamment du dépoudrage. Le dépoudrage, on a une cabine qui, pour l'instant, n'est pas parfaitement étanche, d'où les scotch que vous voyez un peu dessus. Mais on travaille aussi à développer des cabines de dépoudrage plus étanches, en tout cas, à investir une cabine de dépoudrage plus étanche. Mais en effet, on peut avoir des émanations de poudre dans la plateforme. C'est aussi pour ça qu'on a un vestiaire qui est fermé et qui est isolé de l'ensemble de la plateforme. Là, potentiellement, autour de moi, on peut avoir des surfaces qui ont de la poudre posée dessus. Donc, on est bien dans un environnement industriel avec des pollutions particulières. C'est pour ça qu'on recommande en général pour la fabrication additive, en tout cas via poudre, donc que ce soit de la fusion laser, que ce soit du MBJ, que ce soit du dépôt de poudre ou des choses comme ça, on va toujours avoir en général un local dédié. Là, vous voyez, on a un local qui est dédié uniquement à la machine shop avec des équipements, tous les équipements annexes qui viennent l'aider. Mais globalement, voilà, on n'a pas une machine d'usinage à côté. Alors, il faut savoir qu'on a des aspirateurs voies humides qui sont là pour nous aider, pour venir capter les poudres. On va avoir des bras télescopiques pour venir capter les émanations de poudre à chaque étape cruciale, enfin critique, on va dire, au niveau des émanations de poudre potentiellement. Et après, pour le nettoyage, après, c'est le nettoyage régulier des machines. Après chaque impression, on va nettoyer la machine. Rapidement, ça prend 5 minutes, 10 minutes pour nettoyer proprement la machine et tout maintenir en condition. Mais ce n'est pas des machines qui demandent une très grosse maintenance quotidienne. Voilà, c'est des machines qui fonctionnent bien en autonomie. Voilà. Ok, merci Quentin. Question qui va vous intéresser aussi, le CETIM réalise-t-il des prestations d'optimisation topologique? Absolument, c'est possible. Alors, je vous dirais peut-être même pas forcément dans le pôle fabrication additive, même si on a déjà des compétences et qu'on a. Alors, je vais juste couper ma vidéo pour passer sur la caméra générale. Même si on a des compétences, en la matière dans le pôle fabrication additive, on a en fait au CETIM un pôle qui est dédié à la conception, notre pôle SIM, qui est spécialisé en simulation, conception, et qui justement a les outils qu'il vous faudra pour faire de l'optimisation topologique, absolument. Alors, on peut faire de l'optim topo en dynamique, en statique. On a des logiciels exprès pour. Donc voilà, on peut répondre en effet. Voilà, plutôt, je pense, dans notre pôle simulation, même si ça va dépendre de la technologie que vous investiguez. Si par exemple vous investiguez la fabrication additive, ça sera souvent des optimisations conjointes, c'est-à-dire le pôle sim va nous solliciter pour qu'on vienne leur donner les particularités de nos procédés pour qu'ils puissent adapter en plus l'optimisation aux procédés et pas que au cas de charge, parce que forcément, vous pouvez faire une très bonne optimisation à votre pièce et potentiellement tomber sur quelque chose qui n'est pas utilisable à la fin. Voilà. Pour vous montrer juste quelques illustrations de pièces, je vous en prends un peu pif. Pour montrer quand même des pièces de grosse dimension. Voilà, là on a une pièce de plutôt très grosse dimension pour du MBJ.
Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un bloc hydraulique. Hein, donc, c'est juste un renvoi d'angle. En fait, vous avez un canal en S qui vient se balader comme ça à l'intérieur avec des systèmes de fixation. Alors ça, justement, c'est une pièce qui sort d'optimisation topologique. À l'origine, c'était un gros pavé qui était juste percé des deux côtés avec un perçage central qui rejoignait les deux perçages. Et on faisait un bouchon après par-dessus. Donc là, c'est entièrement fait en fabrication additive. On a essayé de le faire en fusion laser et en MBJ. Donc là, vous avez la version MBJ avec ici son support de fritage. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que cette pièce, elle va être compliquée à friter parce qu'elle n'a pas de plan vraiment plat pour la poser dans le four. Donc, à cause de ça, quand on va la poser, elle va avoir tendance à se déformer. Parce qu'au moment du four, du fritage, on a une pièce qui va… Bon, l'allégorie, on dit que ça ressemble à du chewing-gum, en fait. Donc, ça va s'effondrer sous son propre poids. Donc, pour ça, on a un support de fritage qui a été imprimé avec la pièce, qui va l'accompagner tout au long. Donc, il n'est pas là pour l'impression, mais il est là pour le fritage. La pièce, on peut l'imprimer dans n'importe quelle position dans le four, dans l'imprimante, pardon. Par contre, on va utiliser un support uniquement pour le fritage qui va nous permettre de la positionner. On va mettre de l'interface céramique, donc ça s'enlève très facilement à la main. Il n'y a pas eu d'usinage ou de choses comme ça pour séparer l'ensemble. Et voilà, ça vous fait une pièce produite voilà, par MBJ. Là, on est déjà sur une pièce de plutôt grosse dimension. Et pour vous donner une idée, ce genre de pièce en production industrielle, on est sur du peut-être 400 € en MBJ, ce qui est très bas comparé à de la fusion laser ou d'autres procédés qui monteraient facilement aux milliers d'euros pour ce genre de pièces. Voilà. On va retrouver également des petits éléments mobiles, par exemple une petite cotte de maille, par exemple. Bon, ça a plutôt un aspect un peu gadget, mais pour vous donner une idée aussi de la possibilité de produire des pièces très proches les unes des autres. On va le trouver aussi, voilà, peut-être plus représentatif avec ce petit lézard qui va être imprimé entièrement assemblé et qui n'a pas besoin ni de support, ni de détachage particulier. On va juste le produire et friter à plat et voilà. Intéressant. Alors là, je pense qu'on va avoir du mal à le voir à la caméra, mais on a aussi des petites structures lattices. Donc, structure lattice, c'est des treillis façon Tour Eiffel, pour faire très simple. Le MBJ va faire très facilement des éléments extrêmement fins. Donc, on est très rapide pour faire des éléments très fins industriellement. Donc, on va avoir pas mal de place dans le luxe grâce au MBJ. Par exemple, vous avez EAC en France qui a acheté une machine shop comme nous, qu'on a formé sur la machine, qui fabrique des éléments de luxe. Voilà, des pièces type cette petite salamandre, par exemple, qui a été polie par la suite. Et en fait, par exemple, EAC va faire des polissages et faire surtout des revêtements or ou argent dessus, ce qui va permettre de faire des pièces très, très esthétiques et très sympathiques à voir avec une qualité de poly-miroir. Voilà. Voilà, peut-être juste une dernière chose à vous montrer. Voilà, éventuellement, ces deux choses-là. Un exemple, peut-être des limitations du MBJ quand même, pour montrer un peu les inconvénients. Alors, j'espère que vous allez le voir à la caméra. On a fait un cube lattice, alors un peu plus gros cette fois-ci, mais vous voyez qu'ici, on a une ondulation qui se retrouve juste ici. Voilà. Ici, on voit qu'on a une ondulation. Bon, ça, à la base, c'était droit. C'est pour donner une idée aussi du fluage au fritage. C'est-à-dire qu'au moment du fritage, la pièce se ramollit et va s'effondrer sur elle-même. Et là, on voit justement que la pièce a été mal conçue de notre côté. Hein. C'est un problème côté septième. On aurait dû raidir un peu plus cette zone-ci en l'épaississant. Mais globalement, on voit qu'ici, c'est trop fin. Ça s'est un peu effondré. Donc, la pièce s'est un peu affaissée sur elle-même et a créé ce genre de petit accordéon cette petite ondulation. Voilà. Donc, voilà un exemple de limitation liée au fritage. On ne peut pas faire des pièces trop aériennes. On va rester plutôt sur des pièces un peu compactes et en général de petite taille pour justement éviter ces phénomènes d'effondrement. Et voilà. Et juste un dernier exemple, parce que celui-ci est un exemple très industriel qui a été fait pour Mention. C'est un petit excentrique, c'est tout simple. Hein. C'est une pièce avec un petit excentrique qui va bouger là-dedans. En fait, avec cet excentrique, on va pouvoir venir s'accrocher d'un côté sur une gaine et là, en tournant une clé, on va venir rapprocher des éléments entre eux et faire des jonctions. Et ces petites pièces-ci, par exemple, elles coûtent un peu plus cher à faire en MBJ. On est sur de l'ordre du 2-3 €, peut-être 4 € en production pour faire ce genre de pièces unitaires. Mais par contre, en fait, en intégrant cet élément mobile dans la pièce, on a supprimé toute l'étape d'assemblage qu'avait mention autour de ça, qui en fait faisait 40% du coût de leur côté. Donc en fait, on a légèrement augmenté le coût de production, mais le coût d'assemblage a été réduit à 0. Donc en fait, ce genre de pièces, on va avoir un très très gros intérêt économique pour Mention, qui produit notamment régulièrement des pièces avec nous ou avec des sous-traitants. Voilà. Ok, merci beaucoup Quentin. Il vous reste moins d'1 minute pour poser vos dernières questions.
J'en ai encore en stock, Quentin, ne vous inquiétez pas. Ouais.